Donc, je vous propose tout de suite de laisser la parole à Noémie Nolot pour son témoignage. Noémie, je vous laisse décocher votre micro et votre caméra. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Bienvenue et merci d'être présente aujourd'hui. Merci à vous. Vous m'excuserez si je regarde, je vous donne l'impression de ne pas regarder. J'ai mon petit écrit devant moi. Je vais essayer de rester concentrée. J'espère que ça ira. Et puis je vous remercie d'être là parce que effectivement en ce moment c'est pas le plus simple et se revoir en vidéo c'est parfois un peu fatigant. Donc merci à vous. Et pour commencer, je dois vous dire que c'est un peu difficile pour moi d'aborder l'accès aux soins si rapidement. Parce que nous avons tellement compartimenté les choses que nous pourrions passer ces 3 heures sur l'accès aux soins médico-sociaux ou encore sur l'accès à la médecine de ville, sans jamais aborder le patient dans sa globalité. Mais où situer le patient et comment avoir une approche globale de la personne lorsqu'on fonctionne en silo? Je pourrais illustrer mon propos en vous racontant concrètement comment une simple prise de rendez-vous chez l'ophtalmo se transforme en cauchemar. Parce que les 3 cabinets de centre-ville que j'ai contactés ne sont pas accessibles et que le tout nouvel établissement de santé, pas très loin de chez moi, a des appareils d'examen qui sont fixés sur des sièges dans lesquels évidemment je ne peux pas être transférée. Je pourrais vous parler de ces médecins qui ne m'écoutent jamais, de mon dossier médical qu'on n'a pas le temps de lire avant une consultation, ou de mon avis dont on ne tient pas compte. Des stratagèmes que je mets en place pour être considérée comme une femme ayant un minimum d'expérience en ce qui concerne sa santé. Je pourrais également vous confier mes craintes sur l'avenir. Qui prendra des congés sans solde pour ne pas me laisser seule dans un service hospitalier où les équipes soignantes n'ont ni le temps, ni les moyens humains, ni les aides techniques de répondre à mes besoins, et lorsque mes parents, eux, seront trop âgés pour le faire. Mais pour bien vous faire comprendre que mon histoire est en fait l'histoire de beaucoup de personnes vivant des situations de vulnérabilité, je pourrais vous raconter la dernière aventure de Célia aussi. Elle devait se faire poser un cathéter. C'était une opération basique prévue en service ambulatoire. Pourtant, Célia a expliqué qu'avec ses difficultés respiratoires, une nuit d'observation semblait être un prérequis. Mais l'anesthésiste ne l'a pas écoutée. Et la conclusion, c'est que ce sont 3 services qui ont dû improviser en urgence pendant que Célia patientait douloureuse sur un brancard totalement inadapté au bloc opératoire. La différence entre Célia et moi, c'est peut-être que moi j'ai appris la signification du droit à la santé et j'ai été formée à l'autonomie. J'ai été considérée comme cliente d'un établissement médico-social et croyez-moi, ça change la donne. Et si j'ai besoin de soins, qu'importe les phases de découragement, d'angoisse, d'infantilisation, de prise de risque et de jeu de pouvoir, je lutterai pour me soigner. Cependant, trop peu de personnes concernées osent véritablement s'imposer et appeler à l'aide lorsqu'il s'agit d'accès aux soins. Premièrement, parce qu'il est très difficile de critiquer un système dans lequel on évolue et dont on dépend. Deuxièmement, parce qu'on peut facilement se sentir dépossédé lorsqu'on ne comprend pas le langage médical. Nous sommes rarement perçus comme capables de décider, capables d'agir pour nous-mêmes, capables d'aider les professionnels à construire avec nous et pour nous. Et pourtant, repositionner la personne dans sa capacité à être, dans sa capacité de faire, dans sa capacité de développer une autonomie aussi petite soit-elle, me semble fondamental si on veut améliorer l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. Amélie, Amélie c'est une autre personne que je connais et elle vit dans la douleur depuis des années. Son endométriose n'avait pas été diagnostiquée. En tout cas, elle a été très tardivement. Alors, ajouter à cela la difficulté d'obtenir une autorisation dérogatoire de prise en charge pour un transport sanitaire hors du département pour aller vers un hôpital adapté. Ajouter les nombreux appels pour trouver une ambulance accessible en fauteuil roulant
Organiser le planning des intervenants pour être accompagné, hein, bien sûr, d'une auxiliaire de vie. Et puis finalement appeler ses parents pour assurer le rendez-vous. Et oui, le service d'aide à domicile n'ayant pas pu répondre à la demande, eh bien Amélie a abandonné ses soins. Mais comment vit cette femme avec son handicap? Et quelle organisation y a-t-il autour d'elle pour soutenir son autonomie? Quelle organisation faut-il mettre en place pour une consultation? Comment communiquer avec cette patiente? Et est-ce que l'expertise d'un autre patient pourrait aider? Et puis, est-ce qu'elle est active dans sa vie? Elle travaille, elle est bénévole, elle fait des activités? Si nous avions cette approche plus systémique, si on s'intéressait à la vie de la personne en la positionnant capitaine de son propre navire, finalement, quel risque prendrions-nous? Aucun grand capitaine dans ce monde n'a découvert de terre promise seul. Il l'a fait parce que son équipage croyait en lui. Et il l'a découvert sur les conseils et avec le soutien de ses officiers et de ses sous-officiers. Tout comme ses capitaines, c'est une équipe solide et unique qui nous permettrait de tenir le cap, car se soigner peut vite devenir une contrainte. C'est parfois l'histoire de toute une vie. Pourtant, la santé ne se résume pas aux soins techniques et spécifiques. Elle ne se cantonne pas à un secteur. Tous ces patients doivent pouvoir exister en tant qu'individus, en tant qu'être humain ayant des envies, des désirs, pour justement être en capacité de prendre soin d'eux si longtemps. Le soin, c'est exigeant. Le soin est contraignant. Et le soin est très souvent douloureux. Considérer le soin comme une action nécessaire et adaptable à la vie de chacun, ça me semble aujourd'hui plus que nécessaire. Il est temps d'arrêter de prendre en charge et de tenir compte de la volonté des patients. Choisir d'essayer, choisir de refuser, choisir d'accepter. Les patients et leurs aidants devraient immédiatement pouvoir s'emparer de leur santé, en sachant que quoi qu'ils décident, les équipes professionnelles les soutiendront dans leur choix, sans jugement. Il est temps, je crois, de positionner chaque patient comme acteur de sa vie et de le regarder capable. Et pour finir, j'aimerais vous dire qu'un meilleur accès aux soins me semble tout à fait atteignable aujourd'hui. Et moi-même, d'ailleurs, en m'improvisant coordinatrice de mes soins, je réponds assez bien, en fait, à mes besoins. Seulement, c'est épuisant d'aller à contre-courant des organisations prévues. Et j'ai bien conscience de ne pas toujours faire ce qu'il faut selon les spécialistes. Mais je vis, je profite de mes proches, je travaille et ma santé va plutôt bien lorsqu'on sait que je ne vais pas vivre plus d'une vingtaine d'années. Et puis, j'aime bien rappeler, comme le définit l'OMS, que la santé, c'est également accéder aux aides techniques qui sont nécessaires, à une qualité de l'accompagnement à domicile, à un logement équipé, à une vie sereine. Et là encore, je vais chercher les compétences et j'essaie de coordonner ces différents acteurs pour répondre à mes besoins. Et les réponses existent, mais les acteurs ne sont pas habitués à travailler ensemble et sont assez effrayés par cette vie pleine de risques qu'en choisissant de vivre, je leur fais porter. Alors, j'ai conscience des efforts qui sont faits aujourd'hui pour un meilleur accès aux soins. Mais je crois que je devais poser devant vous les difficultés concrètes et quotidiennes que nous rencontrons. Et puis, si j'osais, j'avoue que je me permettrais de vous demander une chose. J'aimerais vous demander de nous simplifier la vie. Parce que j'ai la détermination suffisante et les soutiens nécessaires pour organiser mes soins, comme moi je l'entends. Mais à quel prix? Et combien de personnes ont réellement les ressources pour mettre autant d'énergie à se soigner, pour exister comme citoyens? Combien ont la chance de voir différents secteurs travailler ensemble pour soutenir l'accès aux soins des personnes? Les bonnes pratiques sont partout, sur nos territoires, et les personnes vivant avec un handicap et leurs aidants sont vos meilleurs experts. Alors, comme le dit le docteur Philippe de Normandie, prenez l'habitude de leur demander leur avis. Invitez-les à partager leur opinion sur le baromètre Handifaction. Prenez appui sur Calier Santé et emparez-vous des outils spécifiques et adaptés qu'ils mettent à votre disposition. Et parce que ça définit bien, selon moi, les savoirs expérientiels, j'aimerais vous laisser, en vous citant Madame de Gaulle Antonios, qui travaillait pour ATD Carmonde,
Et en fait, un jour, elle a dit, s'il y a une espérance dans ce monde si dur et si injuste, elle est dans le cri silencieux de ceux qui savent ce qu'est la liberté, parce qu'ils vivent sous la dépendance. L'égalité, puisqu'ils sont traités en inférieur. L'honneur d'être homme, pardon, eux qui supportent le poids du mépris. Voilà, je pense que ça résume à peu près bien ce qu'on pourrait faire si on acceptait de travailler tous ensemble. Merci. Merci Noémie Nolot de la justesse de ce témoignage, d'être présente aujourd'hui, de nous partager votre expérience qui est celle de bon nombre de personnes en situation de handicap. Vous avez rappelé le juste accès aux soins pour tous. Cette campagne elle s'inscrit vraiment dans cette dynamique de pouvoir s'interroger sur l'accès aux soins ordinaires à l'ensemble de la population, y compris les personnes en situation de handicap. Je crois que les participants, malheureusement, on n'est pas en présentiel, donc les participants ne peuvent pas exprimer verbalement l'intérêt et la justesse de votre témoignage, mais au nom de l'ensemble des professionnels présents sur cette réunion, je souhaite de vous remercier vraiment de nous avoir apporté ce témoignage qui éclaire l'importance de cette campagne mise en œuvre. Je pense que vous restez encore un peu avec nous et je serais ravie d'avoir votre retour sur la campagne que va présenter Antoine et le volet que notre communauté de pratique a souhaité intégrer sur ce recueil d'expériences des personnes en situation de handicap, en plus des outils proposés par la Haute Autorité de Santé.